Bonjour et bienvenue donc dans ce nouvel épisode de C'est pas sorcier. Aujourd'hui, on reçoit Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Fred. Donc Véronique, tu es product manager chez Alan et donc tu t'occupes du service client notamment. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de l'IA au service du support client. Donc C'est merci ça. beaucoup d'être avec nous. Pour un petit rappel, au cas où il y a encore des gens qui vivent dans une grotte et qui n'ont pas encore entendu parler d'Alan, Alan, c'est la mutuelle qui marche, hein. Je vais appeler ça comme ça. Je sais que c'est pas qu'une mutuelle, vous voyez un peu un peu euh, comme un service santé plus largement. Moi d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé la méditation, grâce à l'abonnement Petit Bambou que vous offriez. C'était super cool. Merci encore. Je médite encore grâce à ça. Donc voilà, et on sait aussi tous, on s'est connecté sur LinkedIn l'année dernière, que vous utilisez beaucoup l'IA, partout l'IA, et donc c'est quelque chose qui a infusé dans tout votre produit. Merci beaucoup d'être là pour nous présenter ce que vous avez fait sur le support client. C'est vraiment incroyable, donc j'ai trop hâte qu'on creuse tout ça. Avec Est-ce que grand tu plaisir. veux continuer par refaire un rappel sur Alan? Oui, bien sûr. Donc, Alan, c'est, comme tu l'as dit, à la base une assurance santé qui a été créée il y a maintenant 9 ans, mais qui a bien évolué pour devenir vraiment le partenaire santé qui à la fois prévient, assure et accompagne au quotidien. Et donc, notre valeur, évidemment, pour les membres, comme tu l'as dit, c'est la simplicité et la promesse de rester le plus longtemps en bonne santé. Et pour tout ce qui est RH, en fait, nos clients directs, c'est une expérience optimisée, simple et vraiment, la valeur qu'ils en retirent, c'est d'avoir des employés en bonne santé. Forcément, c'est un investissement sur l'avenir et sur le bon fonctionnement de la boîte. Voilà pour Alan. Ok, super, merci beaucoup. La première question, un peu avant qu'on creuse vraiment dans le cœur du sujet, c'est pourquoi est-ce que vous avez commencé à utiliser de l'IA pour vos services clients? Est-ce que tu nous parlais un peu de la vision produit que vous aviez sur ce sujet? Oui, et donc le service client chez Alan, ça fait partie des gros différenciateurs parce que depuis le début, on a fortement investi sur le service client pour en faire l'un des plus rapides et surtout de la meilleure qualité possible. Donc ça a toujours été notre cheval de bataille. Et avec l'IA, on a vu une opportunité énorme de non seulement pouvoir scaler, mais surtout apporter des réponses immédiates 24 heures sur 24 à nos membres de la même qualité qu'un humain. Donc on va voir, c'est pas si facile que ça à faire, mais c'est vraiment notre ambition, c'est d'atteindre la même qualité, voire dans certains cas une qualité supérieure à ce qu'on peut apporter avec l'humain. Ouais. Pour que nos membres n'aient plus à attendre, même si c'est 5 minutes aujourd'hui avec le chat, 5 minutes c'est toujours plus long que quelques secondes avec l'IA. Déjà, je trouve ça c'est assez dingue parce qu'en fait, vous avez des IA qui répondent directement à vos utilisateurs. C'est-à-dire que c'est pas le support qui reçoit une réponse et qui est après partagée par la main, c'est vraiment une IA qui répond en direct. Vous êtes assez fou à faire ce genre de truc, c'est assez dingue. Ouais, c'est un gros pari qu'on a fait au moment où on a démarré. On s'est tout simplement dit, est-ce qu'on va pour la solution un peu plus safe qui est d'avoir une IA qui répond à nos agents qui peuvent réutiliser la réponse et la revoir et décider de la poster ou pas. Mais en faisant nos calculs d'impact, on s'est dit, bon, ça serait cool, mais en fait, on va pas aller vraiment avoir un impact très fort. Donc, chez Alan, on est très, très fervent d'innovation et de prendre des risques, surtout sur l'IA. On a eu le support immédiat des seniors Alaners pour tenter ce bet de répondre en live. Et donc, c'est ça qu'on a testé. Et en fait, on a eu pas mal de chance parce que ça a marché assez vite. Ah, dingue. J'imagine la pression le jour où tu appuies sur le bouton pour lancer le produit en live, ça doit être assez. Ouais, c'était assez fun, mais on va y revenir, je pense. Ok. Est-ce qu'on peut commencer à ouvrir le capot et regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du moteur? Ça marche. Partage mon écran. Hop. Vite, spoiler, il est déjà arrivé.
On peut peut-être commencer par une démo, tout simplement. Allez, vas-y. C'est une marmotte, au fait, votre mascotte ou pas? On sait jamais. Oui, oui, c'est bien une marmotte, c'est pas un ours, c'est pas un panda, c'est une marmotte que, évidemment, on génère avec l'IA là. Allez, c'est parti. Donc, je vous fais pas la démo live parce que c'est toujours un peu compliqué, mais je promets que c'est un enregistrement live que j'ai fait à divers moments celle-là. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on voit là, du coup? Là, attends, je suis allée un peu vite peut-être. Donc c'est un membre qui nous contacte parce qu'il a pas reçu sa carte, la fameuse carte Alan, pour 2025. Donc là, normalement, l'IA se présente, mais comme elle se présente qu'une fois et que quand j'ai enregistré, elle s'était déjà présentée, vous le voyez pas. Donc elle s'est présentée, elle dit bon, moi je suis une IA et je me renseigne et s'il faut, l'équipe est juste au coin, enfin around the corner. Elle analyse la question et donc là, elle va fournir une réponse. On va expliquer comment tout ça marche. Et elle donne notamment des petits CTA là pour aller directement soit faire l'action, soit voir en l'occurrence la carte physique. Ok. Donc là, le membre peut décider soit de continuer la conversation, soit, comme on l'a vu, d'aller mettre son adresse pour avoir sa carte physique. Mais du coup, tu peux toujours interrompre et parler à un humain à n'importe quel moment, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, à n'importe quel moment, si tu dis non parler à l'équipe, on va te mettre en relation avec un humain. Je te montre juste après. Voilà. Donc là, le membre est pas sûr s'il est vraiment couvert. Donc, pose la question. À nouveau, notre IA va répondre en la rassurant que tout va bien, c'est bien couvert. Donne le lien vers la carte digitale. Et voilà. Donc là, dans ce cas-là, la discussion est entièrement automatisée. Donc nous, d'un point de vue membre, on a donné cette fameuse réponse immédiate qui est 24 heures sur 24. Et d'un point de vue scalabilité, évidemment, on a économisé le coût d'un ticket. Super. Et comme on peut mesurer facilement le coût d'un ticket, vous pouvez calculer le ROI assez facilement. Voilà. Et après, je peux te montrer ce qui se passe si le membre décide de parler à un humain, puisque c'est notre but avant tout, c'est pas d'avoir l'IA qui fait barrage, mais c'est l'IA qui est là pour t'aider. Et bien évidemment, nos humains restent disponibles. Donc là, on peut voir notamment, là, ma question, c'est sur mes séances d'ostéo. Donc, elle connaît mon nom. Voilà, je m'appelle Léa pour l'occasion. Elle connaît mon nom, elle connaît le nombre de séances d'opathie auxquelles j'ai droit, elle connaît le nombre qui me reste, le montant, et donc elle va me donner une réponse encore plus riche que ce que j'ai demandé. J'ai juste demandé s'il m'en restait assez, et donc elle m'explique que je pourrais en faire 5, mais la 6e, il faudra que je la paye de ma poche. Donc là, ça implique juste que en fait, vous avez connecté, en fait, avant de donner la réponse, vous êtes connecté à toutes les données et vous allez chercher les bonnes données au bon endroit avant de répondre. Enfin, on va en parler après. C'est ça, on va voir après comment ça se passe. Voilà, donc là, j'ai pour l'occasion dit que ça me convenait pas, je voulais parler à l'équipe parce que je me dis, tiens, peut-être si j'achète une option, peut-être que ma 6e séance sera remboursée. Et donc là, on voit, ça allait un peu vite, mais on voit qu'on propose nos 3 canaux classiques de contact, l'email, le chat ou le téléphone. Et bon, pour l'occasion, j'ai choisi l'email, mais après, la conversation continue avec un de nos agents humains. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu veux creuser encore un peu plus et nous montrer comment ça marche, comment l'IA elle fait pour choisir comment elle doit répondre? Est-ce que tu me montres un peu un diagramme pour expliquer et qu'on aille encore plus loin pour voir qu'est-ce qui se passe une fois que l'utilisateur a posé la question, quoi. Ça marche. Donc effectivement, l'utilisateur commence avec sa question. Et au début, vous voyez, c'est bien, je vais peut-être zoomer un petit peu. Au début, en fait, on classifiait même pas la question parce qu'on avait commencé juste sur ce qu'on appelle la coverage table, donc le tableau des garanties. Donc, on savait qu'il y avait de fortes chances que la question soit sur le tableau des garanties, donc ça nous simplifiait la vie. C'est le truc infernal avec les 100%, les machins, celui-là. Les BRSS. Ce petit tableau.
Incompréhensible. Ok. Euh, Coquine pour faire ça. Ouais. Il y a d'autres projets pour essayer de la rendre plus compréhensible, mais c'est pas le sujet. Ouais, c'est autre. Donc, le type de question, comme on vient de voir sur l'ostéopathie, on avait plugué notre premier agent de coverage et essentiellement, il décidait, OK, est-ce que ça ressemble à une question à laquelle je peux répondre? Est-ce que c'est de la question de garantie? Oui, non. Si c'en est, je réponds. Sinon, je transfère automatiquement à un agent humain. Et on avait ensuite déployé une autre IA sur le centre d'aide. J'en parlerai après avec simplement les articles de l'aide et ils se comportaient pareil. Mais assez vite, en fait, quand on a prouvé que ça marchait, il a fallu étendre notre scope, en fait. Et du coup, on a développé un autre agent IA qui est notre sélecteur. Qui lui prenait les questions de tous les points d'entrée dans l'app et venait classifier la question et l'attribuer au bon agent. Parce qu'en fait, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une suite d'agents spécialisés. On en a plus que sur le diagramme, auquel on envoie la question et qu'on va entraîner en quelque sorte pour être l'expert. Donc c'est vraiment l'analogie qu'on a avec les agents humains, c'est-à-dire qu'ils ont une spécialité et une connaissance approfondie et on a répliqué ça avec les agents IA. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant parce que chez Scaleway, on arrive exactement à la même solution. Au début, on avait un agent qui répond aux questions RH, un agent qui t'aidait à faire du code. Et en fait, ça a forcé la personne à choisir à qui il voulait parler. Et là, maintenant, c'est pareil, on route les questions, enfin, on envoie les questions au même chatbot et après, lui, il va router les questions au ton spécialiste. Et c'est une super archi. Moi, je trouve que ça marche très, très bien de faire ça. Et en vrai, c'est toujours la question, arrive toujours au bon agent. Hein. C'est assez bluffant. Mais c'est cool quand même de passer par la phase d'avant parce que ça te permet d'être sûr que ton modèle, individuellement, il marche bien, quoi. Ça te permet d'isoler les problèmes un petit peu. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment clé, évidemment. On se serait jamais lancé avec cette architecture directement, puisqu'on savait même pas si ça allait marcher ou pas et si ça allait pouvoir scaler. Donc, plus que jamais, en fait, dans l'IA, il faut commencer petit, il faut aller vite en prod, il faut tester avec des vraies questions, dans notre cas, et mettre les mains dedans et faire évoluer les modèles. On va voir après qu'il n'y a pas que le modèle à faire évoluer. Yes. Est-ce qu'on creuse encore un peu? Est-ce qu'on va encore deeper et tu nous montres comment marche le coverage AI? Ça marche. Alors, donc, si on prend coverage, j'ai du mal à naviguer. Donc, si on prend notre agent coverage, on va dézoomer un petit peu. Donc, on repart de la question, toujours. Et il fonctionne, il a deux étapes, en fait. Une première étape qui est la classification, parce que lui, Dominique, cette tu peux fois... décaler un tout petit peu ton écran pour qu'on voit le... Non, de l'autre côté. Ah, de l'autre côté, oui, Ouais, qu'on voit bien le... Ouais, ah, super. Ah, pardon, tu voulais laisser un effet. Non, Désolé. c'est pas grave. Je casse tous tes effets. C'est juste que du coup, voilà, parce qu'il faut que j'arrive à zoomer assez pour qu'on voit ce qu'il y a dans mon diagramme. Donc là, on est au stade où le premier classifier a décidé qu'effectivement, ça avait l'air d'une question de garantie. Donc, il passe à l'agent coverage. L'agent coverage reprend la question et lui, il va classifier au niveau de la garantie, puisqu'on a plus de 150 garanties. Donc, il va prendre la question et essayer d'identifier de quel type de garantie il s'agit. Donc, dans mon exemple précédent, là, c'était de l'ostéopathie. Donc, c'est le type de garantie, c'est pas ostéopathie, mais c'est médecine douce. Médecine douce, non, je crois. Ouais, c'est ça. C'est dans cette catégorie. Voilà. Donc, là, je peux vous montrer spécifiquement la prompt pour cet agent de classification. La prompt, je l'ai juste formatée pour que ce soit plus agréable à lire, mais c'est vraiment basique. Ça, c'est la vraie prompt qui est utilisée en prod chez vous. Ouais. C'est la vraie prompt parce que, à nouveau, c'est un des plus simples, celui-là. Donc, on lui donne quand même, on lui passe des paramètres pour savoir d'où vient l'utilisateur parce qu'on a remarqué que ça a aidé. Ensuite, les instructions sont super basiques. C'est voilà, on va te donner une liste de garanties, donc nos fameuses 150 garanties, et des fois il y aura que la garantie, des fois il y aura des exemples, et puis compare
entre la question que tu as et la garantie. Et la garantie, c'est vraiment juste médecine douce, hôpital, maternité, etc. Et on lui dit, tu formates la réponse en JSON. Ensuite, on lui passe cette fameuse liste que je vous ai épargnée là. Et il arrive et on a une accuracy de 98-99%. C'est dingue. Avec un prompt qui est quand même, il est rudimentaire, mais il marche, il fait parfaitement le taf, quoi. Ouais, voilà. Donc, une fois qu'il a classifié, on passe dans une deuxième IA qui, cette fois, va récupérer la partie des garanties en question, parce qu'on ne veut pas lui passer toutes les descriptions des garanties, donc on va passer le tableau de garantie pour ce membre, pour la médecine douce dans ce cas-là. Et surtout, on va ajouter les data membres qui sont a priori pertinentes pour ce type de questions. On ne passe pas toutes les data membres. Et c'est ça qui va nous permettre de vraiment donner des réponses personnalisées. Et donc là, il y a un autre prompt un peu plus complexe qui intègre ces données-là et explique à l'IA comment elle doit se comporter pour répondre à la question. Et bien sûr, ça génère la réponse. Ok, donc une architecture RAG, donc Retrieval Augmented Generation, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le terme. C'est-à-dire qu'avant de répondre à la question, on va aller récupérer des informations dans d'autres sources, les donner au LLM et lui partager en fait, la question plus les éléments de réponse pour qu'il puisse générer une réponse qui soit hyper contextuelle comme vous avez fait, quoi. C'est ça. Super. Et tu veux que je te montre un exemple de à quoi ça ressemble en vrai? J'adorerais voir un exemple. Allez, je te montre. Du coup, c'est dans Intercom, puisque là, je vais vous montrer ce que les agents voient quand ils font les revues, quand ils. Ça, c'est des vrais exemples. Ça, c'est des vrais exemples avec les. Attends, tu veux un truc de ouf, ça, on n'a pas répété, mais je suis né le 6 novembre. Ça se trouve, c'est ma conversation, c'est ma femme qui fait ça. Écoute, je sais pas. Je te jure. On va Euh, voir. On va voir si c'est toi. Du coup, là, c'est un membre qui nous demande combien ça coûterait pour ajouter son conjoint. Donc, à nouveau, on a, bon, c'est pas le coverage, mais c'est pareil, ils fonctionnent tous pareil. Ouais. Donc, l'IA lui répond, voilà, si tu veux ajouter l'option 2 pour ton conjoint, ça sera 49,50 €. Lui donne les instructions. Là, on va voir après, c'est les petits call to action que je vous montrais dans l'interface. Quand c'est sur Intercom, on fait juste référence que l'IA a bien donné ce call to action. Le membre peut continuer la conversation, donc il se demande si c'est tout compris ou pas, et l'IA est capable de dire non, mais en fait, c'est pas tout compris, c'est la cotisation à l'âne de base plus les 49,50 € pour l'option. Génial. Okay. Donc voilà comment on utilise les infos, et c'est vraiment ça qu'on cherche en fait, c'est aller bien au-delà des FAQ qui sont pas personnalisés pour à la fois donner l'info que le membre cherche, et aussi c'est un côté très rassurant. Parce que quand tu parles à une IA et qu'elle connaît tes données et qu'elle t'appelle par ton prénom et tout, déjà tu te dis ok, je parle pas à un bot. Ouais, c'est clair. C'est comme si tu appelais ton service client et qu'il regarde dans sa base et une fois qu'il t'a trouvé, tu es rassuré, tu sais, il sait qui tu es, quoi. Et là, tu dis, ok, on va pouvoir avoir une vraie discussion et ça va pouvoir m'être utile, quoi. C'est trop bien. J'imagine que vous avez plusieurs agents, vous avez vous avez un thème un peu plus macro. Tu peux nous montrer un peu le workflow qui existe autour de ça? Ouais, donc Coverage c'était notre premier et il se trouve que il a très très bien marché, mais après on a exploré d'autres approches. Donc l'approche qu'on voit assez souvent en fait, qui est de prendre sa base de données d'articles d'aide et de les utiliser à nouveau sous forme de RAG. Hein. Donc on vient mettre un prompt, on lui dit prends la question, fais un embedding pour en gros mapper la question à la FAQ la plus proche, et puis après utilise cette FAQ pour répondre. Donc ça, embedding, je fais juste un point Jamy en embedding. Embedding, c'est en fait, vous allez prendre soit un texte, soit un paragraphe, et vous allez le transformer en vecteur, parce qu'en fait, la seule manière de parler avec des LLM, c'est avec des chiffres. Si vous en mettez des lettres, il ne va rien comprendre, donc on est obligé de transformer ça en chiffres. Et en fait, les embeddings, c'est une représentation vectorielle, donc un gros tableau avec plein de chiffres qui permet de communiquer avec les LLM. Ça garde des concepts, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça permet deux vecteurs qui sont proches, ils ont des concepts qui sont proches. Voilà. c'est ça.
Tout à fait. Donc ça, c'est un des types d'agents qu'on a développé. Ça marche pas mal, c'est pas forcément le plus performant parce que, à nouveau, tu lui donnes du contenu assez générique, même si nous, Ouais. on vient enrichir avec les données membres, même dans ce cas-là, c'est quand même assez limité. Ok. Donc après, on a testé, alors c'est volontaire qu'on ne voit pas grand-chose, mais on a testé ce qu'on appelle le workflow agent, parce que comme ça fait longtemps qu'on investit dans le support, dans le produit pour le support, on avait déjà construit des workflows, donc des arbres de décision Ouais. pour les 150 types de cas qu'on traite. Et donc, on avait ce knowledge hyper précieux et on s'est dit, forcément, en fait, on demande à l'IA de faire la même chose que ce qu'on demande à nos humains, c'est-à-dire d'identifier la question, de suivre un workflow pour décider comment résoudre. On va donner ça à l'IA, ça va être magique. L'IA va se débrouiller et répondre à partir de ça. Et alors, c'est pas complètement magique parce qu'en fait, on s'est rendu compte que justement, ces workflows avaient été faits avant tout pour des humains et étaient peut-être pas parfaits d'un point de vue logique et ça passe avec un humain quand c'est pas parfait, ça passe un peu moins bien avec une IA. Donc, on a dû les retravailler et du coup, là, on touche à un point hyper important de la qualité du contenu que tu as, la qualité de ta knowledge base. Ouais. Quand en plus elle est bien adaptée pour une IA pour qu'elle puisse suivre, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Ça sert à rien d'aller chercher des nouveaux modèles ou des optimisations si ton contenu à la base est pas optimisé pour l'IA et c'est le fameux garbage in, garbage out, il va pas en sortir Là, c'est grand-chose. quoi? C'est marrant, ça me fait penser à il y a un YouTuber en fait il a avec ses enfants et en fait il réagit comme si c'était il exécutait du code informatique, tu vois. Il leur demande juste de fais-moi tartiner une tartine. Et donc ces gamins, ils leur disent tu prends le pot et puis tu tartines quoi. Et donc il prend ça et il ouvre même pas le pot. Et donc il fait n'importe quoi et ces gamins ils explosent de rire. C'est pour leur montrer un peu la logique qu'il faut vraiment tout décomposer quand tu parles, quand tu fais de l'algorithmie. Et c'est un peu pareil avec les IA, il va falloir que tu réfléchisses comment tu fais les choses parce qu'elles ont pas la même finesse que nous finalement, donc c'est intéressant, quoi. Tu peux nous creuser un petit peu sur la partie les challenges que vous avez rencontrés côté UX notamment, enfin comment vous faites pour faire les tests, les validations, tout ça. Ouais. On peut rentrer un peu dans les détails. Ok, mais parce qu'effectivement, des fois, on oublie d'en parler, on se concentre sur les prompts à tout prix, Ouais, mais évidemment, l'expérience membre est tout aussi importante. Et attends, je vais dézoomer un peu pour qu'on voit mieux. Euh, le challenge qu'on avait au début, enfin, la question qu'on se pose au début, c'est est-ce que les membres vont avoir envie de parler à une IA? Et donc, avant même de lancer quoi que ce soit, on a fait un proto qu'on a testé avec des vrais membres. Et on a été très vite rassurés sur le fait que les membres ont absolument aucun problème à parler avec une IA si la réponse est de qualité. ok. Et donc, le premier challenge, c'est de se dire, OK, quand tu arrives là, est-ce qu'on a envie de dire, attention, tu vas parler à une IA ou pas? Et on s'est dit, on va pas le faire dès le début, parce que déjà, ça va pas systématiquement être une IA qui répond. Et en fait, la clé, c'était de faire en sorte qu'il continue à taper des messages complets, parce que s'il tape juste ostéopathie, on va pas pouvoir Ouais. faire grand-chose. Et donc notre interface là marche vraiment super bien. On a moins de 3% des membres qui tapent du robotique, on va dire. Donc ça, c'était clé. C'est ça On qui est a génial, je trouve, parce que vous mettez à aucun moment des indices comme quoi il y a d'erreur, quoi. Il n'y a pas les petites étoiles, il n'y a pas, c'est un truc, enfin, l'IA, en fait, elle est cachée. C'est juste, ça vous aide, mais c'est pas le truc, c'est pas un truc d'appel, quoi. C'est ça que je trouve ouais. assez incroyable, c'est juste, ça marche, quoi. Mais et c'est ça qui est un peu la clé. Là, l'interface que je vous montre, vous montre, on est content, mais on se dit pas qu'on a construit l'interface du futur, donc on y travaille à l'interface du futur. Et on veut être transparent. Donc, comme je le disais, la première fois que tu interagis avec l'IA, elle va se présenter comme une IA. Ouais. Mais on veut aussi qu'elle soit tellement bonne que tu oublies que tu parles à une IA. Donc, il y a des super challenges UX là-dessus. Et le Donc, micro, c'est que tu peux lui parler aussi à l'IA ou c'est sur oui, que le oui. micro pour l'instant? On a ajouté ça parce que en fait on a pas mal de demandes pour pouvoir pour pas taper sa demande parce que des fois c'est un peu complexe quand tu te retrouves à la pharmacie et puis que Ouais. la pharmacienne te dit non mais ça marche pas, il faut vous contacter la mutuelle et t'es là bon bah en fait je sais pas par quel bout commencer et donc ouais tu peux taper puis c'est juste un
un speech to text qui est retranscrit. Ok. Ouais, donc ça te répond par écrit après, quoi. C'est comme si tu Ouais, laissais un pour l'instant, vocal ça répond. à Alan, quoi. Okay. Ouais, à terme, ça fera une vraie conversation, mais pour l'instant, on fait une bataille à la fois, donc pour l'instant, ça répond par écrit. Ensuite, ouais, comme on l'a vu, il y a ces fameux CTA de redirection qui sont hyper utiles et qui, là, pour le coup, c'est un plus de l'IA par rapport à un agent humain. Si l'agent humain te répond dans ton mail, il peut pas aller te mettre des CTA facilement comme ça pour t'envoyer au bon endroit. Alors que là, on est capable de le faire, donc on les inclut dans nos prompts et l'IA arrive à savoir lequel des 3 ou 4 CTA suggérés est pertinent, et ça permet vraiment de faciliter la navigation et du coup la résolution du problème. Hyper important aussi la partie feedback. Donc, deux choses ici, la partie parler à un humain, pour nous, c'est très important que ça soit pas caché. Donc là, on peut l'avoir à n'importe quelle étape de la conversation. Et la partie feedback, donc aujourd'hui, c'est un simple oui, merci. Mais évidemment, c'est hyper important pour nous de savoir quand le membre a été satisfait. Ils le vont pas toujours, ça n'empêche pas qu'on considère qu'on a résolu leur problème, mais ça nous aide beaucoup quand ils le disent. Très bien. Et Véronique, on va devoir bifurquer un peu sur le sujet parce que je suis obligé je pourrais écouter ça pendant des heures, mais on a encore plein d'autres sujets encore plus cool à voir. On a plein de questions qui arrivent. Il y a une question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est il y a un moment, comment vous évaluez pour être sûr que ça marche? C'est un peu le nerf de la guerre. Je lisais ce matin sur un post LinkedIn qui disait l'éval, c'est le futur. Si tu ne sais pas évaluer ce que fait ton IA, t'es dead. Et c'est la grosse différence, ouais. C'est la grosse différence entre faire un produit classique et faire un produit. Donc, comment vous avez géré l'éval? C'était quoi votre Ouais, et c'était particulièrement clé pour nous, vu qu'on avait pris ce pari de répondre en live, quoi. C'était pas quelque chose qu'on pouvait mettre de côté. Donc, on a commencé hyper scrappy. Un bon vieux Google Sheet, il n'y a que ça qui marche. Un bon vieux Google Sheet, et donc je sais que c'est pas très lisible, mais il y a deux parties à ce Google Sheet. C'est presque notre mascotte. Donc on avait téléchargé les questions et les réponses, et surtout en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce Google Sheet au début, il nous a permis d'affiner notre framework d'évaluation, parce que ce qui est très dur, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas noter en fait. Donc tu vois la question et la réponse, mais comment tu juges que c'est bon ou c'est pas bon, et comment tu en fais un framework qui est réplicable, parce que c'est nos agents du service client qui font les reviews, donc il faut que ça soit la même réponse en fonction de l'agent qui fait la review. Et donc comme c'est vieux, on voit qu'à l'époque on se soucie beaucoup des hallucinations. C'est plus un sujet maintenant, mais on avait tout un framework pour noter est-ce qu'il y avait une hallucination, est-ce qu'elle était insidieuse ou pas, est-ce qu'elle faisait du mal, est-ce qu'elle avait un impact financier potentiel. Donc voilà, c'est hyper intéressant de commencer le plus scrappy possible, parce que de toute façon, le framework d'évaluation lui-même va changer au fur et à mesure qu'on évalue des conversations. Et usage approprié des emojis aussi, important. Oui, alors on a arrêté les emojis, parce que justement c'était une galère de s'assurer qu'il utilisait les bons emojis, et ça apportait pas beaucoup de valeur, donc on les a juste. Ouais, soleil, pas ouf le soleil, je suis d'accord. Si t'es en train de dire je me suis cassé la jambe, t'as pas envie d'un soleil, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on les a juste enlevés, et donc c'est ça qu'on utilisait quand on a lancé le premier agent coverage. Et pour la petite histoire, en fait, on a lancé quand on était en off-site. On fait 2 fois par an un grand off-site avec Alan, et ça avait un côté pratique, parce que toute l'équipe, il y avait des cours de yoga, il y avait des cours des diverses activités. Et au moment du lancement, on a rassemblé toute l'équipe, et on s'est tous mis à revoir les questions au fur et à mesure qu'elles tombaient, parce que évidemment là, c'était hyper important de regarder ce que disait notre IA. Et voilà, c'était le côté vraiment, à nouveau, j'insiste, avec l'IA, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur qu'elle dise potentiellement des bêtises. On avait le filet de secours pour pouvoir rediriger un agent humain dès qu'on voyait quelque chose qui n'était pas bien. Et donc, dans le pire des cas, un membre a eu la mauvaise réponse pendant quelques minutes et avait un suivi immédiat. Ok. J'imagine bien la scène, le cours de yoga avec les téléphones sortis pour s'assurer que tout se passe bien pour maintenant. C'est ça.
Et donc après, on a beaucoup évolué le produit. Donc là, par exemple, je vous montre, c'est à nouveau Intercom. Donc notre gros avantage, en fait, c'est que comme on collabore à 200% avec notre équipe d'agents humains, très vite, on a pu utiliser ces agents humains pour faire les reviews à l'échelle, parce que c'est bien de faire avec l'équipe comme ça au lancement, mais après, évidemment, ça atteint ses limites. Et puis, le tableau Excel, évidemment, atteint ses limites aussi. Donc, on a développé ce petit plugin sur Intercom, là, donc on voit le ticket sur Intercom, la réponse automatisée qui a été donnée, et puis ils peuvent simplement cocher, ça c'est du coup l'Eval Framework plus abouti, ils peuvent cocher le niveau d'acceptabilité de la réponse, ajouter quelques autres informations, et puis ils peuvent revoir comme ça à la chaîne. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, parce qu'au bout d'un moment, c'est un coût aussi les reviews. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est côté qualité, parce qu'on veut s'assurer en permanence que ce qu'on dit est de bonne qualité. Et puis il y a un côté développer les agents, où là c'est à nouveau fait en collaboration avec les équipes CARE. On a des product specialists que je salue encore parce que c'est vraiment eux qui sont la clé de tout notre succès, parce qu'en fait ils ont la connaissance experte. Et sans eux, on ne ferait rien, en fait, parce que tout l'enjeu, là, c'est de transférer la connaissance à l'IA et de l'améliorer en permanence pour qu'elle soit aussi forte que nos experts. Et donc là, on a un nouvel outil qui permet à nouveau de voir cette conversation, faire les reviews, mais aussi annoter avec la fameuse ground truth, en fait, où on va dire ce qu'il aurait dû répondre, quelle aurait été la réponse parfaite. Et grâce à ça, on se construit un dataset de réponses parfaites qui est absolument clé pour passer à l'échelle. Si tu veux un peu... Passons à l'échelle, c'est évidemment le dernier point qui m'intéresse. Juste, c'est une question qu'on va peut-être voir après, mais ces datasets, vous en servez pour faire du fine-tuning de modèles ou vous utilisez que les modèles vanilla et ça part en RAG Non, alors on a testé du fine-tuning, mais ça nous a pas complètement convaincus à date. Donc, comme tout avec l'IA, on retestera sûrement un moment. Non, là, si tu veux, je te montre pourquoi on s'en sert en fait. On s'en sert pour simplement évaluer des nouveaux modèles. Donc, effectivement. Un petit mot pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec le fine-tuning. Fine-tuning, c'est qu'on prend un modèle open source qui existe déjà et on va lui montrer la manière dont tu voudrais qu'il réponde et on va modifier un peu les paramètres du modèle et puis le déployer nous-mêmes en production. En fait, on a un petit modèle qui a été customisé. Ça se fait pour pas très cher, assez rapidement et ça permet d'avoir des modèles un peu spécialisés. Mais c'est pas toujours efficace. Donc, voilà. Merci pour le feedback, Véronique, et je te laisse continuer. Voilà, donc nous, on a ces datasets de conversation pour un thème donné. Et là, c'est tout récent. On s'en sert pour évaluer soit des améliorations à nos agents, soit carrément des nouvelles approches. Parce qu'en fait, la raison du succès, c'est que maintenant qu'on est en production avec des agents IA qui ont quand même un bon niveau de performance, justement, quand on analyse les conversations, on voit que là, il n'a pas très bien répondu. On se dit, en fait, j'aurais envie de changer ça, soit dans la prompt, soit dans les données que je lui passe. Mais si je change ça, évidemment, il faut que je sois sûre que ça fait mieux et pas moins bien, ou que ça va pas faire une régression sur quelque chose qu'il savait faire et maintenant il sait plus le faire. Et donc jusque maintenant, on faisait ça de façon assez manuelle et ça prend énormément de temps et c'est ça qui est un gros frein à l'accélération. Et donc, on a construit cet outil qui prend ces datasets de conversation où littéralement, tu appuies sur un bouton, tu mets ton ancien modèle, ton nouveau modèle, et ça vient te lister les réponses à ces fameuses questions, ce dataset, et tu comparais et scorais ce que t'as donné l'ancien modèle versus le nouveau modèle, et du coup décider si ça vaut le coup de le mettre en prod ou pas. Et ça, en une demi-heure en tout.
Et qui estime que la ground truth et la réponse générée par le nouveau modèle, c'est la même chose? C'est un LLM qui fait ce boulot-là, j'imagine? Très bonne question. On s'était tout de suite dit, ça va être un LLM qui fait ce boulot-là. On a testé, c'est pas si évident que ça. Donc, on a fait un peu un step back et pour l'instant, c'est à nouveau nos experts du service client qui travaillent dans l'équipe qui font cette évaluation parce qu'en fait, c'est très riche. Comme toujours au début, c'est très riche d'avoir l'humain qui fait le travail. Ça prend un peu plus de temps que si c'était un LLM, mais on en tire beaucoup d'enseignements. Donc, pour l'instant, on le fait comme ça et on réessayera très certainement l'évaluation par un LLM. Ouais, le LLM as a judge, comme on appelle ça. Exactement. Ok, super. Incroyable, merci beaucoup. Il y a plein de questions dans le chat, on les a vues, vous inquiétez pas, on va y répondre juste après. Est-ce que tu peux nous dire un peu des key learnings que tu voudrais partager aux PM qui sont présents ici, aux gens du produit qui sont présents, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de tout ce travail incroyable que vous avez. Ouais. Avec plaisir, il y en a beaucoup, beaucoup, mais si je dois en retenir quelques-uns, je dirais l'importance de travailler avec les équipes métiers, en tout cas dans notre cas d'usage, c'était vraiment clé. Et c'est quelque chose qu'on a toujours fait chez Alan, de travailler très proche avec le service client. Là, c'était vraiment indispensable à notre succès. Ça continue à être la clé du succès. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je l'ai évoqué, mais c'est vraiment passer en production le plus tôt possible. Je passe la phase, évidemment, il faut avoir exploré et mis les mains dans le cambouis. Ça, c'est la grosse différence, je pense, avec pas mal de produits classiques. C'est que tout le monde dans l'équipe, PM, design, data, ingé, tout ça, on met tous les mains dedans, on teste. Mais dès qu'on a quelque chose en lequel on croit, c'est le passer en prod pour avoir du vrai retour, à nouveau avec les filets de sécurité qui vont bien selon le cas d'usage. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui le font parce que, en plus, une mutuelle, tu vois, enfin, un truc de la santé, faire des trucs en production et de l'IA et tout, c'est assez flippant, je pense, pour pas mal de boîtes. Et ouais, Shiftfast, c'est un conseil qui doit être difficile à appliquer, mais merci de le partager. Ouais, mais faut vraiment pas hésiter. On a parlé un peu aussi de garbage in, garbage out. On entend beaucoup cette expression dans l'IA, mais c'est tellement vrai en fait. Sans avoir du contenu de qualité et compréhensible par l'IA, ça sert à rien d'aller tester du fine-tuning ou des tas de modèles sophistiqués ou de l'agentic, etc. Donc commencer par nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur pas toute notre knowledge base. On a pris un extrait de la knowledge base et on l'a travaillé pour voir justement quel format, quel type de contenu était nécessaire. Et une fois que ça marche, on essaie de passer à l'échelle. Mais ouais, il y a une expression qui dit content is king, mais là, c'est knowledge is king. Super. Un dernier conseil? Un dernier, oui, bah, ce qu'il faut avoir en tête, bien sûr, c'est que les LLM, c'est un produit qui est pas déterministique, donc c'est la grosse différence avec les autres produits. Donc ça veut dire qu'il faut en permanence être en train d'évoluer. À la fois avec ces nouveaux systèmes d'évaluation, mais aussi comme c'est du LLM et que la techno évolue tous les jours, finalement ce qui marchait, ou ce qui marchait semi-bien il y a 3 mois, il faut se poser la question, est-ce qu'on va continuer à le faire évoluer ou est-ce qu'on va passer à une approche différente? Il faut être en permanence en train de se nourrir de ce qui se fait, pas hésiter à parler. Nous, on a beaucoup parlé à d'autres boîtes qui font de l'IA et ça aide beaucoup de comparer les techniques. C'est pour ça que j'ai avec plaisir accepté de faire cette émission parce que il n'y a pas vraiment de secret dans ce qu'on fait et plus tu parles avec le voisin et tu partages les best practices, plus tu avances vite. Ouais, c'est le principe aussi de l'open source. Merci en tout cas de partager ça. Et puis c'est vrai que si le support client s'améliore pour tout le monde, en vrai, tout le monde sera plus heureux dans la vie et tout le monde sera, même nous, on en bénéficiera. Merci en tout cas. Et c'est tout l'enjeu. On se dit que dans le futur, plus personne ne voudra attendre même 5 minutes pour une réponse, puisque quand tu peux l'avoir immédiatement de qualité, pourquoi t'attendrais 5 minutes? C'est sûr.
C'est quoi la suite? C'est quoi l'avenir de ce produit que vous construisez comme ça pour le support? La suite, c'est passer à l'échelle, puisque là, on avait commencé sur mobile uniquement et on a réussi à automatiser plus de 20% de l'ensemble de notre conversation. Ok. Mais vraiment de toutes les conversations, quoi, pas simplement du coverage. Donc là, notre ambition, c'est d'automatiser 40% de l'intégralité de ce qui nous arrive au CARE, y compris ce qui vient des RH, etc. Donc c'est Wow. hyper ambitieux, mais on a un plan et on pense qu'on peut y arriver. Donc il y a cet aspect-là et il y a vraiment l'aspect satisfaction, expérience, wow. Parce que à nouveau aujourd'hui on est content de ce qu'on fait, mais on sait qu'on peut aller inventer vraiment l'expérience du futur avec plus d'empathie, avec une tonalité qui s'adapte à la problématique du monde. Enfin, c'est un terrain de jeu incroyable là, et c'est vraiment là-dessus qu'on veut aussi s'améliorer. Génial. Merci beaucoup, Véronique. On a réussi à respecter le chrono et il nous reste du temps pour vos super questions. Il y en a plein. Je vais essayer de les poser dans l'ordre. Il y en a qui ont déjà été répondues, mais voilà, je vais les afficher en même temps. Alors, la première question qui a été posée par Vivi. Quel est le pourcentage de clients qui cliquent sur parler à l'équipe alors que l'IA aurait pu répondre? Et est-ce que vous faites quelque chose pour éviter cela? Super question. On traque pas le pourcentage exact. Oui, on traque pas le pourcentage, mais je dirais environ 10%. Et en général, c'est deux cas, soit parce qu'en fait, ils aiment pas la réponse. Typiquement, si on leur dit ah non, désolé, t'es pas couvert pour ça. Genre, est-ce que j'ai droit à la prime maternité? La réponse est désolé, non. Mais en fait, ils veulent Passez-moi parler. votre manager. Ouais, exactement. Et je pense qu'ils se disent, si c'est un humain, j'aurais peut-être une chance de négocier, ou bien j'aurais peut-être une réponse différente. Et ils ont effectivement la même réponse de l'humain. Donc soit ils aiment pas la réponse, soit juste un manque de confiance parce que ils se disent que peut-être que c'est pas la bonne réponse, mais c'est plus rare en fait. C'est très souvent ça, ou parce qu'on leur a dit ton remboursement ça sera 200% de la BRSS et on a beau expliquer ce que c'est, ils veulent juste un montant et malheureusement on peut pas s'engager sur un montant, donc ils espèrent qu'en ayant un humain ils auront un montant exact. Donc c'est plus, j'aime pas la réponse, même si c'est la réponse parfaite, je l'aime pas. Donc Ouais, j'espère qu'un humain va me donner mieux. hyper intéressant. Question de Myriam. Sur les questions posées et générées par l'IA, vous allez jusqu'à quel niveau de complexité de demande? Est-ce que par exemple, vous avez à traiter une demande sur un devis dentaire avec calcul de reste à charge grâce à l'IA? Et comment? Mais on peut aller assez loin. On a un agent qui sait faire des actions. Donc, Ok. par exemple, si un membre s'est inscrit par erreur alors qu'il pourrait être dispensé, et qui nous contacte en disant bah, je voulais être dispensé. L'IA est capable de vérifier la demande, d'aller dans notre back-office, désinscrire et de le remettre sur le parcours d'inscription. Ok. Les calculs, bah, j'ai montré dans l'exemple, en fait, il est capable de calculer le prix des options, d'ajouter. Alors, on sait que normalement, les LLM sont pas très bons pour les mathématiques, donc c'est un peu un risque qu'on prend quand on fait ça. Mais on n'a pas vu énormément d'erreurs de calcul, même si on ne pousse pas spécialement à en faire. Ok. Voilà, ça va quand même assez loin. Là où c'est plus compliqué, c'est quand il doit manipuler vraiment beaucoup de données liées aux membres qu'on lui a pas pré-mâché en fait. Hmm. Et donc là, on va tester une nouvelle IA qui va répondre aux questions sur ce qu'on appelle les claims, donc quand Les un soin, demandes de remboursement? des demandes de remboursement, ouais. Et du coup, si tu peux vous supporter du multimodal, si je prends une photo d'un devis et que je l'envoie, ça marche ou ça passe par un autre flow? Ouais, pour l'instant ça le fait pas, mais on peut le faire. Enfin, on a une IA chez Alan qui est capable de faire de l'OCR sur les devis et ça marche très très bien. Ouais. Nous aujourd'hui c'est pas ça qu'on utilise, mais oui tu peux très bien imaginer une IA qui combine tout ça.
Ok. OCR, c'est Optical Character Recognition, c'est la techno qui permet de scanner un document et de récupérer du texte lisible par un ordinateur. Super. Merci de faire le Oui. décryptage de mes Mon acronymes. travail. Normalement, je parle comme toi, donc et là, je me force à lui dire ce que C'est veut dire. bien. C'est un peu comme les LLM, ils aiment bien décrypter les acronymes à chaque fois que tu en remets. C'est Moi, c'est une vrai. des manières, je trouve, de voir. Je parle à LLM, ça et les tirets longs, là. Bref, question de Clément. Comment vous avez travaillé pour éviter les hallucinations, pour être certain que votre IA fournisse des réponses 100% valides? On en a un peu parlé. C'est plutôt cette phase d'éval, hein, je dirais. Ouais, c'est la phase d'éval et c'est de l'amélioration continue en fait. Quand on détecte, quand dans nos reviews on détecte une hallucination, alors il y a peu d'hallucinations au sens qu'il va inventer des nouvelles choses parce qu'on le contraint beaucoup dans le contenu qu'il est capable d'utiliser. Donc vu il se base essentiellement sur notre contenu qui est fiable, il va pas inventer beaucoup de choses. Par contre, il y a quand même des cas où la réponse est pas bonne, donc on les analyse et on vient en permanence améliorer les prompts ou améliorer la data qu'on lui passe pour que ça fonctionne mieux. Et à nouveau, si jamais c'est pas valide, le membre soit s'en rend compte et demande à parler à un humain, soit nous on s'en rend compte et on va corriger derrière. Ok, super. Question de Marine. Est-ce qu'on peut échanger avec cette IA sans être connecté à Alan? Et si oui, comment vous gérez la récupération de data sur une personne anonyme? Non, mais justement, on peut pas. Euh, on a un service client pour les personnes non connectées, mais pour l'instant, on ne sait pas attaquer ce sujet. Donc là, c'est que pour les membres. Non, c'est que pour les membres. Et dans l'app, donc, on sait qu'ils sont authentifiés de façon sûre. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de leur répondre avec leurs données. Pratique. Claire demande, vous citez des questions posées à l'IA surtout de type informationnel. Qu'en est-il des demandes portant sur des réclamations, des recours, des demandes de date de paiement? Là, c'est plus sur le claim, hein, ce dont tu parlais à l'instant. Ouais. En fait, le principe de nos agences, c'est de décider si oui ou non il sait répondre. Et Ouais. donc, on a aussi en amont en parallèle de enfin, dans l'agent de classification, il sait détecter des sujets sensibles ou des personnes énervées ou des sujets auxquels on sait qu'on ne sait pas répondre. Et dans ce cas, il va transférer immédiatement un humain. Moi, c'est une question que je me pose. À quel point ça ajoute de la latence d'avoir cette première phase de tri? C'est pas très long en fait. Je sais pas si tu te souviens dans la démo, il y avait les Ouais, trois petits points. Ça, c'est quand il génère une réponse. Donc ça d'accord. prend quelques secondes quand il génère une réponse, mais la phase de classification, elle est quasi instantanée. Ouais, il ingère juste le texte et il te répond juste une valeur parmi une liste, quoi. Donc ça, c'est Ouais, pratique. ouais. Bah, c'est le type de prompt qu'on a regardé, ça va très très vite. C'était un peu un sujet au début, la latence, mais très vite, c'est plus du tout un sujet. Ok. On va se dépêcher de répondre à d'autres questions avant que Tanguy revienne vite. Tan demande, l'interface est-elle conçue et développée par votre équipe ou via Intercom? Non, c'est entièrement par nous. Ok. Enfin, les Euh, parties d'Intercom que j'ai montrées, c'est quand on utilise toujours Intercom un peu comme back-office d'accord. pour les conversations, mais tout ce qui est interface avec le membre et les petits outils d'évaluation, c'est chez nous. Il y a une question d'Odile qui demande quel est le budget annuel global à prévoir pour de tels cas d'usage et les équipes qu'il faut et l'expérience qu'il faut. Le budget annuel, c'est difficile à dire. Je peux répondre sur la partie équipe et expérience. Donc, forcément, il faut, comme j'ai dit, des représentants du métier. Vous n'êtes pas obligé de les avoir à temps plein, mais il faut co-construire avec eux. Sinon, selon la vitesse à laquelle tu veux aller, il faut au moins un data scientist, au moins un ou deux ingés. Au niveau de design, en fait, au début, on faisait avec pas beaucoup de design parce que tout ce qui est justement construire l'IA, tu as besoin d'un peu de design pour l'interface membre et c'est super clé, mais tout au début, il y a pas forcément besoin. Tu peux faire avec une interface assez basique. Les PM, au début, on se disait, bah, en fait, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des PM? Et on a vu que si le fait de faire le boulot un peu d'orchestration d'un PM et de prise de recul, il est super clé.
Donc, je dirais, ouais, ces métiers-là je vois pas comment tu fais sans, en fait. Parce que tu peux faire de l'IA sans data scientist, mais tu vas faire vraiment des custom GPT ou des choses comme ça. Après, il faut pouvoir, pour l'intégrer dans un produit qui est member facing, c'est là que ça devient du sérieux produit, c'est plus des explorations. Et justement, alors ça c'est une question de moi. Quel est il y a plein de types de data scientists qui existent, tu vois, il y en a qui font plus de l'ops, il y en a qui font plus ils font des modèles. Enfin, quel est le flavor de data scientist qu'il te faut pour ce genre de projet, si tu peux en dire un. Nous, ouais, on a quand même la chance chez Alan d'avoir des super experts data scientists, donc qui savent aussi bien sûr faire de l'ops, parce que comme je le disais, on a dû réinventer tous nos metrics, donc ça c'est facile. Mais c'est vrai que dès qu'on fait des explorations assez poussées, des data scientists qui ont de l'expérience avec l'IA, le machine learning, chez nous, les data scientists ont beaucoup de background en machine learning, ce qui leur permet d'aller plus vite sur justement tout ce qui se fait de nouveau. C'est quand même un peu les mêmes façons de penser, donc ça c'est un énorme. Donc oui, on va pas se mentir, plus tu as des gens capés, plus ça va vite. Toujours vrai. Donc ouais, en tout cas, c'est intéressant. C'est une très petite équipe qui arrive à faire ça, un peu vite de qualité, mais c'est. Oui, aujourd'hui, on est plus que ça. Là, je disais pour commencer, mais D'accord. malgré tout, on est à peu près 2 fois cette taille-là, c'est tout, quoi. Ouais, quand même. J'imagine le volume de questions que vous recevez, il est assez phénoménal. Donc, Ouais, non. on essaie de faire en sorte qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais malheureusement, il y a quand même des questions. Une question de Benoît. Est-ce que vous avez déjà pensé à automatiser le reste du workflow en cas d'escalade de bugs confirmés? Je pense notamment à la qualification du problème, à la transmission à l'équipe technique et le retour à l'utilisateur une fois que c'est réglé. Ouais, c'est un truc dans à peu près chaque workshop qu'on fait, ça revient l'IA pour les bugs, Ouais. l'IA pour on appelle les spikes. Par exemple, si un événement, il y a une année ou deux, il y a eu une fuite de données chez Amélie, donc ça ne nous concernait pas, mais nos membres étaient inquiets, donc tout à coup, on se prend la même question des centaines de fois. Ça marcherait très bien, c'est juste que aujourd'hui, par rapport au volume qu'on a, ça reste assez rare. Donc, on l'a pas priorisé, mais oui, c'est clairement quelque chose qui peut très, très bien marcher. OK. La fourchette de coût d'une réponse de l'IA pour connaître le ROI d'une telle initiative, demande Kevin. Euh, Discrètement. Tu n'es pas obligé de répondre à cette question. ouais, ça va dépendre comment tu la calcules. En fait, si on divise les salaires de l'équipe, si on prend notre coût de build, si on prend uniquement le coût des reviews, etc. Je pense que c'était juste le coût enfin, le coût des tokens, quoi. Ouais. C'est ton avis. Je dis, le coût des tokens, juste À le coût mon des avis, c'est tokens. ça. Le coût des tokens, il est complètement négligeable. D'accord. C'est que je pense on est sur, je crois, on calcule, je crois qu'on est à moins de 100 € par semaine ou quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Pour Mais info, sinon, je hein, sais que par exemple, Intercom facture 1 € de la réponse automatisée, donc ça peut donner un ordre de grandeur. Et donc normalement, si tu le fais en interne et à grande échelle, c'est moins que ça, quoi. voilà, Les boîtes qui sont sur le marché facturent entre 1 ou 2 € du ticket résolu. le coût d'un token chez un cloud provider, enfin, nous, je sais que l'ordre de grandeur, c'est 80 centimes le million de tokens. Donc, sur des modèles Llama 3 et tout. Donc, Je dirais qu'aujourd'hui, à moins que tu fasses ça sur tes fonds personnels, le coût des modèles, c'est vraiment pas un sujet, quoi. yes. Et la dernière question, la dernière, celle de Tanguy, qui pourra venir après. Ben voilà, il apparaît au moment. Est-ce que vous avez la même organisation d'équipe entre un produit avec et sans IA? Et la réponse, c'est qu'il y a de l'IA partout chez Alan, non? Oui, il y a de l'IA partout chez Alan, mais il n'y a pas de l'IA dans le produit Alan partout, mais il y en a dans D'accord. plein d'endroits. Euh,
Au final, je dirais que dans notre cas, c'est resté à peu près la même organisation au sens des gens qui composent l'équipe. En revanche, dans les méthodes, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'on avait tendance à avoir les product managers qui faisaient la définition du problème, se concentrer là-dessus, sur définir le bon problème à résoudre, et ensuite plutôt design et engineering qui construisait la solution. Et le gros changement avec les LLM, c'est que on scope toujours les problèmes à résoudre, ça reste super important, mais après tout le monde met les mains dedans et on va très très vite dans des explos parce que c'est des explos qui vont guider le reste du produit. Donc, je dirais c'est ça le plus caractéristique. Et au début, c'était pas évident de se dire comment on répartit les tâches, parce que finalement, quand tu fais des explos et que t'es pas en prod, que tu sois data, PM, care, etc., tout le monde peut les faire. Donc, c'était pas forcément facile d'organiser l'équipe. Mais maintenant qu'on a accepté ce fait que tout le monde doit mettre les mains dedans, ça marche, et qu'en plus on est sur un vrai produit à construire, donc il y a des vrais enjeux d'ingénierie, des vrais enjeux de data. On a retrouvé quasiment tous nos rôles classiques. Merci infiniment, Véronique, pour tous ces échanges. Je vais Grand laisser la plaisir. main à Tanguy, notre hôte. C'était génial de parler avec toi pendant cette heure et merci à tous nos auditeurs pour les questions. Merci à toi. Un grand merci, Véronique. Merci aussi à toi, Fred, d'avoir animé cet échange. Merci pour ce moment que vous nous avez offert. Je pense que ça va en avoir inspiré plus d'une et plus d'un. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines dans des rôles un peu inversés, puisque cette fois, c'est moi qui interviewerai Fred. C'est moi qui serai dans le camion, en l'occurrence. Et on va vous faire une émission sur un thème relativement simple, mais pas facile à adresser. Comment bien choisir son LLM. À dans 15 jours, tout le monde. Et encore merci, à bientôt. Merci. Merci, bonne journée.